Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, pour nous suivre à travers de nombreuses thématiques, émissions que vous retrouvez donc sur notre site internet, je vous le rappelle. Aujourd'hui, un espace thérapeute où j'ai le grand plaisir d'accueillir Benoît Dudkiewicz. Benoît, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission. Et c'est la réflexion que je me faisais en bas quand on mangeait ensemble. C'est waouh, j'ai de la chance d'être contacté par des thérapeutes de qualité, profondément humains et qui voilà, de par leur état d'être, voilà, bon, il y a tout dans le domaine des thérapies ou thérapeutes. Et j'ai de la chance d'avoir des gens de qualité qui viennent, je suis verni. C'est super. Donc Benoît, on rappellera tout de suite le site internet pour les internautes qui peut-être suivent en même temps l'émission et en même temps pouvoir aller sur ton site www.aura-thérapie au singulier holistique.com, sachant que aura donc au singulier bien entendu, le tiret c'est le tiret du 6, aura-thérapie-du6 holistique.com. Benoît, alors c'est toujours très difficile, je le répète à chaque émission, mais pour moi c'est un véritable challenge, j'imagine que ça l'est aussi pour toi, puisque pour ceux qui sont clairvoyants, qui ont certaines capacités, se définir par des qualificatifs quand on a un site internet pour se présenter, qu'est-ce que je mets? Donc toi-même tu te qualifierais de quoi, entre guillemets? Effectivement, c'est assez difficile. Je suis un facilitant par rapport à certaines personnes qui ont la nécessité d'aller vers le développement personnel ou l'évolution spirituelle. Les titres, c'est un petit peu compliqué et des fois, ça sert à rien. Moi-même qui n'ai pas vraiment de formation officielle puisque j'apprends tout au fur et à mesure et seul, bien évidemment, avec l'aide d'autres personnes, je ne veux pas prendre un titre ou un autre. L'essentiel, c'est, je n'aime pas non plus trop le terme thérapeute, donc effectivement, le terme facilitant me convient bien dans ce cadre. D'accord, bah c'est super que tu puisses toi-même choisir ce qualificatif. Tu nous viens à côté de la Suisse, Oui, donc tu es tantôt en Suisse, tantôt en France, puisque tu habites la France, même si tu es oui, frontalier. oui, Tantôt tu viens aussi sur Paris. exactement. La fréquence de tes venues sur Paris? Alors en général, je viens à Paris entre une semaine, 10 jours, tous les 2 ou 3 mois. Ça dépend de des activités Peut-être de la et demande aussi. Autre. voilà. Bon, la demande après c'est autre chose, mais je prévois environ une semaine ou 10 jours tous les 2 ou 3 mois pour venir à Paris, puisque j'ai déjà rencontré avant de commencer à côté de chez moi, donc à côté de la Suisse, des personnes sur Paris. Tu proposes, quand on va sur ton site, différentes thématiques. Mm. Alors, je les cite comme ça de but en blanc, et puis on aura l'occasion Oui, d'approfondir oui, durant bien cette sûr. émission. L'aura-thérapie, des soins quantiques, la géobiologie, Mm. guide de l'âme, soins énergétiques, thérapie holistique. Mm. Donc, c'est, entre guillemets, là aussi, puisqu'on rentre dans les qualificatifs, c'est extrêmement difficile. Enfin, pour moi, c'est toujours un challenge, parce que chaque thérapeute, finalement, est spécifique dans sa manière d'être, alors que les outils qu'il utilise peuvent être d'un thérapeute à un autre plus ou moins pareils. En fait, tout dépend de l'être du thérapeute, qui fait que lorsqu'on est dans le clair ressenti, clairvoyant, clairaudient, enfin qu'importe, mais quand on est dans cette à l'écoute profonde du corps, finalement, chaque thérapeute a une pratique qui lui est propre et qui est en fonction de ce qu'il ressent, qui, bien entendu, est à nul autre pareil. Donc, Bien sûr. c'est extrêmement difficile. Alors, on entend donc toutes ces différentes thématiques, mais avant, et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir quel est l'homme qui se trouve derrière le thérapeute. Sans compter que bon nombre de ceux qui viennent ici sur ce plateau ont l'occasion d'avoir, comme toi, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger, de parler ensemble, un parcours où d'office, quand on est jeune, une très grande sensibilité, certaines facultés, pourrait-on dire, et on pourrait peut-être penser que tous les enfants l'ont, ça sera peut-être une des questions que je te poserai. Mhm. Et puis, bon,
pour des questions de survie, se mouler dans le moule de la société pour ne pas paraître trop différent des autres et pouvoir survivre. Hein. Quand on est gamin, on n'a pas trop le choix. Bah c'est voilà, on oblitère, on met des voiles, on se calfeutre et puis on a tendance à oublier. On ferme les portes. On ferme les portes et puis à un moment donné ça revient. Et ça, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est comment ça se redécouvre. La vie a ce côté facétieux de nous emmener à certaines expériences, rencontres, des fois expériences douloureuses, hein, Oui. mais qui nous amènent à enlever ces voiles que l'on avait mis devant nos ressentis pour être à sa place. Et je me dis que c'est d'autant plus vrai, peut-être parce que je suis de la partie, avec les thérapeutes. C'est-à-dire que bon nombre s'incarnent sur cette terre, sont voués à être des guérisseurs, des thérapeutes et autres. Et tant qu'ils n'ont pas été sur ce chemin-là, dans leur vie, ils ont des problèmes divers et variés, notamment au niveau de la santé, jusqu'à ce qu'enfin ils se décident à être sur leur chemin. Oui. Donc, Benoît, c'est l'occasion de voir un petit peu quel est ton parcours. Alors, ce que tu peux nous en dire, et je vais introduire parce que ça pourrait être la porte grande ouverte, par quoi je commence. Tu es parisien d'origine. Tu es né à Paris ? Oui, je suis né à Paris, dans le 11e. Et alors, on peut dire que l'école, c'était pas faite pour toi du tout. Difficile. Ma maman était d'abord professeure. En plus, tu m'as pas dit celle-là. Je comprends. Hein. Enfin, oui, elle a enseigné au lycée. Hein. Et puis, oui, l'école, c'était assez difficile pour moi, effectivement. Oui. Alors, c'était dû à quoi finalement ? Qu'est-ce qui faisait que tu étais un enfant qui avait du mal avec le système éducatif ? J'étais un peu en rébellion contre l'autorité, contre les structures établies. J'avais, dès le plus jeune âge, quand même un certain nombre d'informations. Et je recevais aussi de l'information qui me disait que ça ne me correspondait pas, que j'étais pas en accord avec la façon de faire ou ce qui pouvait être parfois, des fois, enseigné. Et donc, assez rapidement, dès le début du collège, j'ai été relativement turbulent. Alors là, c'était encore plus compliqué pour moi, puisque ma maman était conseillère principale d'éducation dans le lycée-collège où j'étais. Donc effectivement, au fil du temps, il y a eu pas mal de difficultés rencontrées à travers ce parcours. Donc qu'est-ce qui te semblait difficile dans le système éducatif ? Est-ce que c'est l'autorité que représentaient les professeurs ou est-ce que c'était, je dirais, la manière de faire des professeurs ? Qu'est-ce qui manquait pour toi quand tu étais à cet âge-là ? Clairement, j'avais l'impression plutôt qu'on ne nous apprenait pas vraiment à réfléchir, mais plutôt à obéir. Et que tout ce qui était véhiculé comme information, c'était formaté. Et que le rôle aussi de l'éducation nationale était de nous formater à la société. Et comme j'étais un petit peu en désaccord avec ça, évidemment, et en rébellion certaines fois, ça n'a pas été évident. C'est étonnant que je veux dire, il y a des enfants qui ne le sont pas, qui ne sont pas rebelles ou qui ne voient pas justement ce côté enfermant, dogmatique, propagandiste, enfin je ne sais pas comment on peut le nommer, et qui suivent tant bien que mal le cursus. De là à se mettre en rébellion par rapport à ça, surtout quand on est enfant, c'est pas forcément évident, d'autant plus quand on a quelqu'un qui valide ce système à travers ta mère. Bien sûr. Tu me faisais part que d'ailleurs tu as été voir le psy, enfin ta mère t'a emmené chez le psy, et je pense que c'est un élément important. Assez jeune, oui. Ouais. Oui. C'est intéressant que tu aies raconté cette petite anecdote parce Oui. que pour moi, est-ce que tu peux nous raconter justement ce que tu percevais du psy ? Parce que ça, c'est intéressant justement sur ton niveau de perception à ce moment-là déjà. Effectivement, moi, mes parents, ils étaient agnostiques, hein, aucune ouverture à la spiritualité, rien. Et ma mère, je pense assez rapidement, a trouvé que j'étais différent des autres, surtout puisqu'elle côtoyait des environnements avec des enfants, des élèves. Et donc assez rapidement, elle a pensé que c'était bien pour moi de m'emmener voir éventuellement un psychologue.
Le problème, c'est que par rapport à tout ce qui se passait, que ce soit des dessins, des questions, je voyais déjà exactement qu'est-ce qu'on cherchait à obtenir de moi ou qu'est-ce qu'on voulait me faire dire. Et j'étais pas du tout en accord avec ça, ce qui fait que j'ai rejeté cet environnement-là aussi. Et pour moi, tout allait bien, je voyais pas pourquoi j'avais besoin d'aller suivre ce genre d'interaction, simplement parce que je pensais que c'était ma maman qui n'était pas au clair avec ce que j'étais. Quand tu nous dis que déjà à cet âge-là, tu avais certaines informations. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que tu ne nous parles pas de perception, les mots sont importants. Tu dis je recevais déjà certaines informations. Alors maintenant que tu es adulte, marié, 2 enfants, établi, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot information et comment tu les recevais d'après toi aujourd'hui, avec le recul? Eh bien, j'avais l'impression de connaître les gens. Alors, je dis l'impression, puisque quand on est enfant, on ne comprend pas. Hein, depuis l'école primaire, je pouvais sentir que telle ou telle personne était capable de me trahir ou de se comporter d'une manière ou d'une autre, sans vraiment avoir la confirmation, si ce n'est que quand l'événement arrivait. Alors au début, bien évidemment, alors ça c'est quelque chose qui a été toujours présent chez moi, c'est que malgré l'information que je puisse recevoir, je n'ai jamais changé mon comportement par rapport aux personnes. Au début, très certainement, parce que peut-être je me disais non, j'y crois pas, c'est pas possible, ou ce que je vois, c'est différent, même si l'information arrivait. Et puis peut-être par la suite aussi parce que j'ai compris que je devais pas m'empêcher de vivre les interactions avec les autres sous prétexte que j'avais été averti, que ce soit par intuition ou par de diverses manières. En l'occurrence, tu arrêtes le système scolaire classique relativement tôt. Tu étais parti de chez toi. Oui. Et puis, pas anodin, tu décides de partir loin. Oui. Alors effectivement, bon, j'ai été jusqu'en seconde. Enfin, j'ai été un cycle normal jusqu'en troisième. Donc j'avais des grosses capacités, mais j'avais pas envie de travailler, ça ne me convenait pas. Alors ma mère était un peu derrière moi, effectivement au début, étant professeur et conseillère d'éducation, en essayant de faire du forcing, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc j'ai fait une seconde pro à Paris, qui s'est pas bien passé, et ensuite j'ai redoublé en sport-études dans le lycée où ma mère était conseillère d'éducation. Et au bout de 3 mois, pourtant, bon, je faisais du handball, hein, j'adorais ça. Hein, en plus, dans la classe de sport-études, ça aurait été normalement tout, mais vraiment, je ne pouvais plus. Donc, au bout de 3 mois, j'ai décidé d'arrêter. Et c'est là que j'ai commencé assez rapidement, même tout de suite après, à suivre un autre parcours plus professionnel où je me suis dirigé vers la restauration, l'hôtellerie-restauration au début. Voilà. Donc tu avais fini le cursus dans ce domaine-là parce que Alors oui, alors j'ai fait. Alors je voulais travailler rapidement parce que j'avais envie de gagner de l'argent, j'avais envie de quitter l'environnement familial, hein, de voir autre chose et d'être indépendant. Donc oui, j'ai fait un CAP-BEP d'hôtellerie-restauration hein, à dominante restaurant. Donc en contrat de qualification où là j'ai eu en 1 an j'ai eu mon CAP BEP. Bon, j'étais déjà en alternance et puis j'ai commencé à travailler immédiatement. Voilà. Alors quand tu étais parti de chez toi, justement, tu avais quel âge? Oui, ben je devais avoir 17 ans à peu 17 près. ans. Enfin, j'ai suivi ce parcours encore chez moi et après très rapidement dès que j'ai commencé à travailler, j'ai quitté ma maison. Donc tu avais de la famille, je crois, qui était donc justement frontalier à la Suisse. Alors, oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé quand même un moment sur Paris. Et puis, très rapidement, comme la région parisienne, pour moi, c'était lourd aussi, le stress, que je ressentais beaucoup de choses, j'ai eu besoin de m'expatrier plus ou moins
à la campagne ou en retrait. Donc effectivement, dans un premier temps, j'avais ma marraine qui habitait à Serre-Chevalier. Donc je me suis déplacé là-bas pendant 2 ans pour travailler. Je fais une parenthèse parce qu'il y a un élément important dans cette Ouais. histoire, c'est que tu es parti en quittant la compagne avec laquelle tu étais sur Paris, Non, non? non. Non, non. Elle est venue te rejoindre par la suite, non? Oui, voilà. Alors, moi, j'ai rencontré ma femme assez jeune. On avait 17 ans. Ouais. Et puis, effectivement, au début, elle suivait aussi une formation sur Paris. Et quand moi, j'ai décidé de partir de Paris pour aller travailler ailleurs, au début, elle envisageait pas de tout quitter. Ouais. Et au bout de 3 mois, un peu plus peut-être, elle m'a rejoint là-bas. Où là, on a habité à peu près, disons, 1 an et demi, tous les deux, à Serre-Chevalier, où moi, je travaillais dans la restauration et elle aussi, elle faisait des petits boulots à côté. Donc dans ce domaine-là, bon, tout se passe bien, jusqu'à, on va dire, arrive le stade, entre guillemets, ou le cycle des 28 ans. Tu deviens papa. Mhm. Toi et ta compagne, vous décidez d'aller dans le centre de la France, rejoindre là aussi un membre de votre famille. Je crois que c'était ta tante ou la tante de ta Alors, femme. oui, en fait, de cet endroit où on était à Serre-Chevalier, comme on n'était pas mariés, hein, mais ma compagne, elle ne se plaisait pas beaucoup là-bas, on a décidé justement d'aller, comme on était chez ma marraine là-bas, chez son parrain, en Suisse, à côté de Lausanne, au-dessus de Lausanne, où on avait décidé de passer 2 semaines de vacances. Et puis j'avais dit la 2e semaine, peut-être qu'on regarde si on arrive à trouver du travail. Effectivement, j'ai trouvé du travail en 2 jours. Et donc on a passé toute cette période, environ 6 ans, sur le territoire suisse, où on a travaillé tous les deux d'ailleurs dans la restauration. Et c'est après justement, de par la difficulté qu'on a eue sur le territoire suisse, les histoires de permis de travail, quand ma femme a été enceinte, un petit peu avant mes 28 ans, qu'on a décidé de quitter la Suisse parce que c'était trop compliqué et justement qu'on est retourné là cette fois-ci chez la maman de mon époux. On n'était pas encore mariés, mais de ma compagne, justement pour qu'elle puisse accoucher et qu'on ne soit pas en insécurité tel qu'on aurait pu l'être. Alors c'est cet événement ou ce moment, en tout cas le fait d'être père et que ta femme, alors ta compagne accouche, il y a des problèmes de santé qui apparaissent. Exactement. Alors c'est effectivement à l'âge de 28 ans, le jour de la naissance de mon fils, comme une gastro qui se déclenche, mais qui, encore 1 mois après, était toujours présente, sans comprendre vraiment pourquoi, comment, hein, même en allant voir des médecins divers et en ayant fait divers introspections médicales. Oui, c'est comme de dire, ouais. C'est bien dit quand même. Ouais. Ça ne s'arrangeait pas et ça empirait même avec des troubles de vertige, incompréhensibles. Hein. Même au niveau de l'alimentation. Hein. Au niveau de l'alimentation, effectivement, je n'arrivais plus vraiment à me nourrir. J'étais descendu à 62 kilos. Donc c'était assez impressionnant. Et pour les médecins, rien du tout. Et non, rien. Après tous les examens, rien de particulier. Donc pour eux, c'est psychosomatique. Voilà, alors c'est un petit peu le message qui commence à sortir. C'est un petit peu le message aussi qui sort quotidiennement avec la médecine traditionnelle et générale. C'est-à-dire que quand ils ne trouvent pas qu'est-ce qui se passe, c'est psychologique. Bon, au jour où on m'a dit on va vous donner des antidépresseurs parce que c'est psychologique ce que vous avez, bon, j'ai claqué la porte. J'ai dit là, il faut vraiment que je trouve une autre solution et autre chose parce que depuis l'enfance, on avait essayé de me coller et de me faire porter un peu ces histoires de dysfonctionnement psychologique alors que c'était pas le cas et au fond de moi-même je sentais bien qu'il y avait quelque chose de physique
Et que de toute façon, au niveau psychologique, je n'avais pas de problème. À ce moment-là ton histoire, j'aimerais voir d'une manière générale. Donc, tu parlais de tes parents qui sont agnostiques. Donc, agnostique, c'est au-delà même du fait d'être laïque, c'est qu'on croit en rien. Ah oui, oui, là c'était. Oui. Donc, entre toi et donc ce qui t'a été inculqué par, entre guillemets, tes parents, ou leur vision du monde, et puis là où tu te retrouves à ce moment précis, quelles étaient, on va dire, tes croyances de qu'est-ce que l'être humain est, est-ce qu'il y a un dieu, une énergie, bon, quelque chose déjà un peu plus de gnostique. Quelle était ta représentation, on va dire, spirituelle du monde, si spiritualité il y avait? Alors au début, dans l'environnement où j'ai grandi, même si j'expliquais pas mes intuitions et mes informations, j'étais comme mes parents. Je ne croyais que ce que je voyais. Et effectivement, maintenant, j'ai compris que celui qui ne croit que ce qu'il voit ne voit que ce qu'il croit. Et puis, au fil du temps, justement, j'ai une anecdote qui a été aussi très, très marquante. À l'âge de 18 ans, j'ai décidé de partir en Afrique avec un ami pendant un mois pour découvrir autre chose. On avait un petit peu voyagé avec les parents en Irlande ou en Martinique, mais rien de plus. Et j'ai décidé de partir tout seul avec un ami en Afrique pendant un mois pour découvrir. Et effectivement, j'avais entendu parler qu'il y avait des marabouts qui existaient. Et j'ai dit, moi, comme je ne crois pas, je veux le voir. Alors, comme je croyais que ce que je voyais, je voulais voir ça. Et là, il s'est passé quelque chose vraiment très, très important puisque j'ai rencontré un des grands marabouts d'Afrique avec qui j'ai eu cette reconnaissance comme si c'était un frère. Et c'est des sensations, bon, j'ai eu beaucoup de sensations dans mon enfance, des intuitions, mais là c'était quelque chose de très très puissant, d'autant plus qu'à cet âge-là, et avec cette personne, j'étais en communication télépathique, mot pour mot, avec lui. Et alors là, je me suis dit, la télépathie, ça existe. Lui voyait des choses qu'il me disait et qui étaient justes. Donc là, je me suis dit, bon sang, il y a quand même quelque chose d'autre. Alors au début, depuis ma tendre enfance, j'ai senti que, alors le terme Dieu m'hérissait, toutes ces religions, mais j'ai senti qu'il y avait une présence, une conscience peut-être qui était à l'origine de peut-être cet univers dans lequel nous vivions, mais sans pouvoir mettre de mots. Effectivement, avec cette interaction, j'ai découvert que la télépathie, ça existait, que des personnes pouvaient avoir des informations, juste décrire une personne sans même la connaître, juste avec une photo ou même sans photo. Et c'est ça qui m'a fait comprendre que peut-être il y a effectivement quelque chose qui a confirmé, disons, ce que je ressentais depuis enfant, éventuellement cette conscience qui a créé cet environnement dans lequel nous sommes. Et cependant, tu ne désires pas approfondir suite à ce genre de... Parce que tout le monde ne vit pas cette reconnaissance avec ce marabout, ne vit pas des expériences de télépathie avec quelqu'un. C'est quand même énorme comme expérience qui, j'en connais plus d'un, se dirait « Waouh, qu'est-ce qui se passe? Je veux comprendre et approfondir. » Toi? Alors, si tu veux, moi j'ai compris que le travail allait passer par moi avant tout. J'ai eu des relations conflictuelles avec mon papa. J'étais d'ailleurs à l'époque en coupure nette de relation avec lui. Et j'ai ressenti le besoin de faire ce travail sur moi, bien évidemment, comme un jeune de 18 ans. Donc ces marabouts, ils sont musulmans. Ils pratiquent la religion musulmane. Moi, j'étais un petit peu en dehors de tout ça, mais j'ai aussi prié avec eux. J'ai ressenti qu'est-ce que ça faisait quand on priait, quand on mettait le front sur la terre, et dans quel état ça nous amenait. Bon, à l'époque, la méditation, tout ça, c'était bien loin de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ouais. Effectivement, je me suis dit, mais il se passe vraiment quelque chose, mais ce quelque chose, ça vient de moi. Alors, pendant un petit moment, j'ai fait certaines prières, je me suis... mais j'ai jamais pu adhérer à une religion, parce qu'à chaque fois,
j'entendais cette petite voix qui me disait « Ok, t'as fait une prière ou tu fais ça, mais est-ce que tu es en accord ?» Et en fait, la réponse était non. Donc très vite, je me suis retiré, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose, une conscience et quelque chose de subtil avec lesquels j'étais en connexion et en relation depuis toujours. Donc quand tu as eu tes 28 ans avec ton problème de santé, où les médecins se disent tiens c'est d'ordre psychosomatique, est-ce qu'on peut dire que voilà, là pour le coup tu n'as pas de solution telle que reconnue par le système médical tel qu'on le connaît d'une manière générale. Maintenant qu'est-ce que tu fais, vers qui, quoi utiliser pour peut-être régler le problème? Oui, alors c'est là que je me suis dit il faut que je trouve une autre alternative. Ouais. Donc évidemment, on m'avait conseillé de peut-être essayer à cette époque-là ce qu'on appelait médecine parallèle. Et je me suis dit, de toute façon, si j'essaye pas, je ne saurais pas. Et la médecine traditionnelle ne peut rien pour moi. Donc c'est effectivement à 28 ans que j'ai commencé à faire un travail, mais beaucoup plus en profondeur, avec différentes personnes et différentes méthodes. Tu peux te parler des pratiques, les nommer en tout cas? Oui, alors j'ai commencé avec de la fasciapulsologie ou fasciathérapie. Et effectivement, la personne que je consultais m'a expliqué qu'en fait j'étais relativement verrouillé par les émotions, par les vécus, dans mon corps au niveau énergétique. Et que c'est ça qui créait ces dysfonctionnements en moi. Donc l'énergie circulait plus. L'énergie circulait plus, n'alimentait plus les organes. Donc bon, j'avais pas de problèmes médicaux, mais effectivement, ça a créé ces troubles que je ressentais dans mon corps. Et donc j'ai décidé de continuer. En parallèle aussi, je voyais une personne qui était ostéopathe et qui travaillait en microkinésie. Et donc j'ai commencé un parcours de développement, de travail sur moi avec ces deux personnes au début. Et ça m'a permis de comprendre que effectivement, ce que je vivais depuis l'enfance, c'était pas pour rien, et que peut-être le chemin pour moi, il allait par là, mais qu'il allait d'abord effectivement passer par le travail que j'allais faire sur moi. Donc, est-ce que déjà peut-être à ce moment-là ou à ces moments-là, l'idée d'être thérapeute, tu te le dis, on te le dit, parce que je faisais mention tout à l'heure des nombreux thérapeutes qui ne sont pas sur leur voie et qui ont des problèmes de santé, et généralement c'est parce qu'ils rencontrent un thérapeute qui leur dit voilà, c'est soit vous continuez votre voie et dans ce cas-là les problèmes vont continuer de santé, ou alors vous décidez réellement de faire ce pourquoi vous êtes fait. Et de vous mettre en chemin, de travailler sur vous, de développer vos perceptions, vos ressentis pour pouvoir aider les autres, puisque c'est ce pourquoi vous êtes venu. Donc, est-ce que ça se passe comme ça pour toi, ou est-ce que c'est une compréhension qui arrive petit à petit? Non, alors pas du tout, parce qu'au début, quelque part, j'avais tellement de dysfonctionnements au niveau énergétique et physique que j'ai appelé au secours. Et comme la médecine traditionnelle ne pouvait rien pour moi, je partais vers... alors j'avais quand même un regard et du recul par rapport à tout ce... Bon, à l'époque, il y avait beaucoup moins de choses, mais c'est vrai par rapport à tout ce qu'on pouvait me dire, et j'étais de toute façon tout le temps guidé par ma petite voix. Mais on m'a jamais dit... Alors le marabout que j'avais rencontré en Afrique m'avait dit que j'avais une capacité hors du commun, mais moi à l'époque, j'y croyais pas. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ce travail de développement personnel, je n'aurais jamais envisagé être à la place du thérapeute. Parce que pour moi, c'était avant tout faire ce travail pour moi, sur moi, et pour moi, pour me libérer de ce dont j'étais pris. Donc, alors même si c'est vrai que depuis l'enfance, j'ai eu des flashs, j'ai vu la mort de mon grand-père quand j'avais 11 ans, quelques heures avant que ça arrive. D'ailleurs, quand j'en ai parlé à ma maman, elle ne m'a pas cru. Elle m'a dit mais non, c'est pas possible. Et puis bon, pour finir, j'avais aussi eu après
ces interactions avec ce marabout, des reconnaissances de personnes. À l'époque, le terme, par exemple, karmique, je savais même pas ce que ça voulait dire, mais j'ai reconnu des personnes en ayant l'impression de les avoir toujours connues. Mais pour moi, c'était, je ne saisissais pas, je ne voulais pas me diriger vers ça. Sauf que la vie m'a quand même guidé à d'abord faire ce travail sur moi et après, au fil du temps, à comprendre que peut-être éventuellement j'avais quelque chose à faire moi dans cet environnement. Quand tu parles d'un travail sur toi, alors je serais très intéressé pour le coup à savoir qu'est-ce que tu as compris de toi qui était, on va dire, sous les couches de voile, de croyances on va dire, erronées sur ce que peut-être nous sommes en tant qu'être humain, sur finalement qu'est-ce qui faisait que tu t'étais mis des voiles. Ces voiles, ils portaient quel nom? Qu'est-ce que tu te rends compte avec le recul aujourd'hui quand tu vois cette période-là de toi et qu'est-ce qui était le plus limitant finalement de ces voiles que tu avais? Bah, les voiles, ils viennent de beaucoup d'environnements, hein, à commencer par l'environnement familial, où nos parents, avec leurs peurs et leurs croyances, vont imprimer certaines choses qu'on ne peut pas vraiment faire autrement que de Que tu fonctionner connais. avec, hein. Après, pour moi, le système de l'éducation nationale est un système de conditionnement énorme où, alors même si je n'y suis pas resté longtemps, Ouais, ouais, il y a quand même eu jusqu'à l'âge de 17 ans où j'étais dans le bain, comme on dit, et puis sans parler de la société et de tout ce qui peut être véhiculé par les médias et puis les autres aussi, hein, c'est des choses qui progressivement font qu'on va se fondre dans la masse, même si on n'est pas d'accord, parce qu'on ne sait pas comment faire autrement, on ne sait pas comment fonctionner autrement, et puis on va refermer les portes qui étaient ouvertes dès le plus jeune âge. Ouais. Alors quels étaient ces voiles qui pour toi étaient les plus importants avec le recul maintenant? Ben, les voiles, le premier voile, ben, c'est déjà croire et la capacité qu'on a mais qu'on ne voit pas. Hein, et c'est déjà là. Et j'ai compris qu'en travaillant sur moi, en me libérant des mécanismes de l'ego, du mental, donc des peurs, des croyances, des vécus qui n'étaient pas réglés, ben, la vie, elle changeait. Ce que j'étais à la base dans cette apparence m'amenait vers qui je suis vraiment. Est-ce que ça a été quelque chose de douloureux dans les prises de conscience successives? Alors, dans la première partie, j'ai beaucoup travaillé avec diverses personnes et avec des techniques vraiment différentes, notamment, donc, comme j'ai cité, hein, au début la fasciathérapie et puis après l'ostéopathie, mais très particulière, et puis l'aurathérapie, la crânio-sacrée, des régressions. Et là, j'ai commencé vraiment à comprendre que il y avait une première couche, c'était l'émotionnel, qui était lié à notre vie là, mais qu'il y avait aussi des choses beaucoup plus profondes. Et que même si on avait travaillé cette couche émotionnelle, il y avait d'autres couches, notamment celles que certains peuvent appeler karmiques. Pour moi, on ne va pas parler vraiment de vie antérieure parce que tout se déroule en même temps. Mais j'ai compris que même quand j'avais nettoyé les blessures qui étaient présentes ici au niveau de l'émotionnel, des vécus, des peurs, il y avait encore des choses qui étaient plus profondes. Et c'est là que j'ai commencé un parcours d'introspection. J'ai beaucoup travaillé sur moi, mais aussi seul, en systématiquement allant voir d'où venait cette peur, quelle était cette colère et qu'est-ce qui se cachait derrière, en permettant au corps et à la conscience de me livrer le message du corps, me livrer le message de la vie ou l'information en lien avec l'univers. D'accord. Un autre élément qui a certainement aussi joué, c'est que ta femme, ta compagne, elle était la première à avoir été immergée dans ce milieu,
on va dire, de médecine énergétique, alternative. Donc elle avait commencé par faire un master en sophrologie. Oui, elle a fait un master en sophrologie. Bon, parce qu'effectivement, on s'est un peu tous les deux intéressés à ces médecines, enfin ces pratiques diverses. Hein. Moi, j'avais pas trop le choix puisque j'en avais besoin pour passer le cap. Et elle, assez rapidement, après la naissance de mon fils, elle a commencé à faire justement. Elle a été appelée parce qu'à Lausanne déjà, quand on habitait, on avait fait des séances avec une sophrologue. Et alors ça a vraiment résonné. Bon, moi, je voyais aussi où elle voulait m'emmener. Pour moi, c'était pas vraiment ok. Bon, j'ai expérimenté. Ben, elle, par contre, ça lui a tellement plu qu'assez rapidement, elle s'est dirigée vers un master en sophrologie caïcédienne. Ouais. Voilà, qu'elle a obtenu d'ailleurs à la naissance de ma fille, donc il y a à peu près une dizaine d'années. Et puis, elle s'est orientée par la suite vers le Reiki. Alors, oui, alors... Elle est passionnée, hein, pour le coup. Elle est passionnée, alors c'est un peu elle qui m'a tiré vers tout ça, parce qu'effectivement, au début... Alors, après avoir fait la sophrologie, moi, j'étais un petit peu... j'étais dans mon parcours de travail sur moi, mais je n'envisageais pas aider les autres. Elle le faisait pas forcément pour ça, mais elle s'est dit, bon, bah, voilà. Et effectivement, en 2008, elle a été guidée vers un premier niveau de Reiki. Et là, elle m'a dit, il faut que tu l'expérimentes parce que c'est exceptionnel. Alors moi, j'ai dit, bon, bah, même si je travaille, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire, moi, avec l'énergie mais j'ai quand même suivi c'était pas un conseil, voilà, la direction qui m'était proposée. Et là, il y a eu vraiment une grosse révélation pour moi. Puisque je pense que ça a activé quelque chose au niveau énergétique. Et c'est de là que j'ai commencé à sentir vraiment une énergie colossale qui sortait de mes mains, sans vraiment savoir qu'est-ce que j'allais en faire. Et encore à ce moment-là, je ne pensais pas, alors je me dis peut-être que je vais pouvoir travailler avec cette énergie, mais je n'envisageais absolument pas d'en faire mon activité. Alors je donne le petit détail que tu donnes pas, mais que moi je trouve très intéressant parce que bon, j'ai fait aussi du Reiki, passé certains degrés, et tout le monde n'a pas le retour de ce que toi tu as pu avoir, à savoir que quand tu es sorti, alors je sais pas si c'était pour le premier degré, oui. Mais voilà, tu pouvais même plus conduire tellement tes mains dégageaient d'énergie et que tu as dû tenir une barrière qui était gelée quoi, pendant je sais pas combien de minutes, parce que sinon tu pensais pas pouvoir reprendre le volant. Effectivement. Tout le monde n'a pas ce genre de ressenti suite à un premier degré de Reiki. Non, mais il y a eu vraiment cette activation au niveau de l'énergie des mains que j'ai sentie. Et effectivement, en sortant, j'avais tellement les mains qui brûlaient et ça s'arrêtait pas. Que il faisait -5, hein, on était en Suisse à Yverdon et j'étais avec une amie à ma femme qui avait suivi le degré avec moi et je me dis bon là j'étais obligé de laisser mes mains pendant au moins 10 minutes sur une barre en fer qui était gelée, une barrière pour que ça enlève un petit peu la chaleur et l'énergie parce que je me voyais même pas tenir le volant avec ce qui sortait de mes mains. Alors, je serais intéressé, si tu veux, de savoir quand on arrive à ce niveau-là. Quand je dis niveau, voilà, il se passe ça, juste ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Ou obtenir des réponses. Qui peut me dire à quoi ça correspond? Est-ce que ça veut dire que je suis, entre guillemets, fait pour aider les gens à imposer les mains? Ou est-ce que c'est un problème? Peut-être que ça a réveillé un problème d'énergie, de circuit, puisque tu avais abordé le domaine des méridiens. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est parti en sucette. Enfin, on ne sait pas. Ouais. Donc comment tu fais pour obtenir des réponses à ces potentielles questions qui sont là? Alors, au début, je n'en cherche pas. Ah ouais, t'es comme ça. Ouais. Bon. Je n'en cherche pas, je me dis il en est ainsi. Okay. Après, très rapidement, en pratiquant le Reiki sur des amis ou des proches, je me rends compte que ce qu'on m'a, entre guillemets, appris,
moi, l'information est complètement inverse. J'entends une petite voix, qui est la mienne, bien évidemment, et qui va me dire, on a dit, il faut mieux pas poser les mains, mais moi, on me demande de poser les mains. Je me rends compte que quand je pose les mains, je rentre dans le corps et que je vois différentes couches. J'ai même l'impression de voir des nœuds ou même peut-être des fois les organes, etc. Et là, je me dis, il se passe vraiment quelque chose. Mais encore à ce moment-là, je n'envisage pas que je vais faire quelque chose avec ça. Quand tu parles de ces visions ou de cette petite voix que tu écoutes, ce qui m'intéresse, tu vois, en t'écoutant, c'est que on a tous cette petite voix. Oui. Alors après, chacun l'appelle comme il veut, Voilà. ange, archange, Dieu ou oui, non, oui. Ouais. Le soi ou autre. Ce qui est très intéressant, c'est que la plupart d'entre nous, à mon avis, faisons abstraction de cette voix parce que cette dernière, dire non, ça peut pas, c'est moi qui me raconte des films, etc. Exactement. Ce qui est très intéressant avec toi, depuis que je t'écoute, c'est que même depuis que tu étais gamin, à l'école, etc., il y a une force j'allais dire, de conviction, en tout cas sur le fait que cette voix, de l'écouter. Parce que, je te donne un exemple. Tu suis un protocole pour faire du Reiki. Et quand tu le fais au-dessus d'une personne, ta petite voix te dit, bah non, tu poses tes mains. J'en connais, j'en ai connu bon nombre, et moi je m'y inclus dedans. Dire, vas-y, attends, arrête avec ton mental, là, tu te fais des films, tiens-toi-en à ce qu'on t'a enseigné, commence pas à rajouter des trucs sans compter que tu sais pas ce que tu fais. Donc, écoute ceux qui t'ont enseigné, plutôt que d'écouter ta petite voix et de te prendre pour je ne sais pas qui. Donc, ma question, d'où te vient cette foi que tu as dans cette petite voix? Elle me vient parce que je l'entends depuis l'enfance et que j'ai compris, bien évidemment, quand je parle de petite voix, comme tu le disais si justement, moi je pense qu'en nous, il y a un très grand nombre de niveaux de conscience. On peut, quel que soit le nom, la petite voix, l'âme, le soi supérieur, voilà. Donc, depuis l'enfance, recevant certaines informations, et bien évidemment, j'entends pas de voix, mais ce sont des pensées qui se manifestent, mais qui vibrent d'une autre manière et qui ont une vibration beaucoup plus élevée que ce qui peut émaner d'une analyse du mental. Tu arrives à faire la distinction? Oui, parce que ça vibre tellement. Alors quand tu dis vibrer, excuse-moi, oui. je veux... Non, mais bien sûr. Quand tu dis vibrer, qu'est-ce qui vibre? Parce que ce que je veux dire par là, c'est que pour la plupart des humains, entre la petite voix du mental et puis les autres parties dont tu parles, aucune différence. Je veux dire, qu'est-ce qui parle de vibrer, où ça vibre où? Dans les oreilles, dans le corps, à une partie du corps, enfin, qu'est-ce qui te permet de faire la distinction? Comment tu sais? Quand je dis ça vibre, parce que ça vibre dans le corps, je prends souvent l'exemple d'un pulse où tu peux voir les pièces séparées, mais tu comprends pas vraiment le tableau. Et puis d'un seul coup, quand tu vas avoir mis suffisamment de pièces les unes avec les autres, voilà, la chose est là devant toi. Et quand elle est là, je dis vibration, mais c'est aussi joie, amour. Et c'est ça qui permet de dire que, alors, il n'y a pas de vérité, ou il n'y a pas, mais que ça se rapproche peut-être de la situation et de l'information qui était transmise que peut-être j'écoutais pas, mais avec cette joie, cet amour et cette information qui vient en même temps, je me dis, tiens, c'est peut-être ça. Moi, je trouve ça très fort que tu aies gardé tout du long de savoir la reconnaître. Et notamment pour la reconnaître, comme tu le dis, d'être à l'écoute des sensations de ton corps. Et cela sous-entend au regard de ce que j'ai dit que nous avons, de par nos conditionnements, nos peurs, on parlait des couches tout à l'heure, on en a mis tellement que ça nous a coupé de ces subtiles sensations et de savoir quelle part de nous parle, quelle part de nous s'exprime. Apparemment, pour toi, en tout cas, tu as toujours
fais en sorte d'être dans cette écoute attentive. Oui, mais les doutes, ça arrive à tout le monde. Après, est-ce qu'on va les nourrir? Et quand on ne cherche pas à avoir l'information absolument, qu'on laisse ça comme une hypothèse, après, ça se vérifie ou pas, peu importe. Mais on comprend que quand ça se manifeste comme ça, il y a quand même une partie. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, d'une part, se comparent aux autres. Quand il y en a qui disent oh moi j'entends ou je vois ou j'ai des flashs, à la personne dit bah moi j'entends rien, je vois rien, j'ai pas de flash. Mais elle se rend pas compte que peut-être elle va avoir l'information par une synchronicité. Je me pose une question, tiens, il y a une publicité qui passe sur un panneau ou n'importe quoi qui fait que la réponse est là. Mais je suis tellement en train de chercher comment je vais avoir l'information, et puis l'autre te dit qu'il a des flashs ou qu'il entend, moi j'entends pas de voix, ou je pense que l'information va venir de telle ou telle manière, qu'en fait je ferme ces portes, je suis pas dans ma présence, et donc je suis pas à même de laisser cette information aller jusqu'à moi. Donc sur tes amis, tu fais ces séances, hein, ils servent de cobayes, tu vois un petit peu, là pour le coup, à la base du Reiki, finalement, il reste peut-être pas grand-chose. Et il reste rien. Parce que très vite, on me dit, bon, le problème... alors, bien sûr, hein, il y a des maîtres partout. Hein, je suis pas là pour juger ou pour critiquer quoi que ce soit. Mais très vite, on me demande de laisser faire les choses, mais de ne plus utiliser des mantras ou le Reiki. On m'explique qu'aujourd'hui, tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi, que l'égrégore est gigantesque et qu'il est pollué peut-être par certaines personnes. Donc, on me demande justement, avant tout, de ne pas de protocole, de suivre l'information pour la personne et mon intuition, et que les choses se passent naturellement. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que même si l'information est là, il y a vite le mental avec l'ego qui vient dire mais qu'est-ce que tu fais, est-ce que ça fonctionne, voilà. Mais bon, pour finir, comme j'écoute pas ce son de cloche, je reste simplement dans ma présence et je laisse les choses se manifester ou pas. Qu'est-ce qu'en pense ta femme, justement, elle, qui est très dans le côté protocolaire? Ma femme, elle est tout à fait en accord avec ce que je fais, mais elle est aussi un peu comme ces personnes que tu as décrites, où peut-être elle cherche à avoir l'information, elle cherche à avoir l'intuition. Et quand elle a l'information qui lui vient, elle se laisse un petit peu dévier par son mental qui lui dit « Ah non, ça c'est pas possible » ou « Ça n'existe pas » et ainsi de suite. Donc du coup, elle doute. Et donc de plus en plus, maintenant, elle commence à suivre aussi. Bon, je l'ai formée par rapport à l'aura-thérapie telle que je la pratique. Elle va aussi continuer ces processus. Et elle me dit bien souvent « J'avais l'info, mais je voulais pas y croire ». Et en fait, on a tous ces intuitions, sauf qu'on ne veut pas les écouter, simplement parce qu'on se laisse dévier par ces parties de nous-mêmes, hein, mentales, qui nous dit mais non, dès que l'information tombe, on va essayer d'analyser avec ce qu'on sait, ce qui s'est passé, et puis on se dit ah non, c'est pas possible. Et ça paraît une histoire à dormir debout, mais c'est ça qui est là. Alors du coup, je me dis non, j'y crois pas. Et puis pour finir, un petit peu plus tard, je me dis, mais en fait, c'était ça. Puis j'ai pas voulu écouter. Alors justement, est-ce que ça a été dur pour toi de faire confiance? Parce que là, même si tu es facilement à ton écoute intérieure depuis que tu es enfant, qui a fait que finalement, tu n'étais pas rentré trop dans le moule, dans une certaine mesure. Bien certes, sûr, mais bien bon. sûr. Mais en tout cas... l'univers, pour toi qui a très peu lu, de surcroît, oui. Dû justement au système éducatif. Oui, comme j'étais un peu... comme ma mère voulait me faire avaler des bouquins, j'ai rejeté, j'ai dit non, pas de lecture. Donc il y a ça d'une part. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure tu t'intéressais à tout ce qui a trait aux thérapies dites complémentaires, énergétiques, alternatives, voilà. Mais en tout cas, là, tu as commencé à y mettre un pied. Et d'avoir confiance
dans ce ressenti ou cette voix ou cette intuition de ce qu'elle te dit, enfin, je veux dire, faut être sacrément... c'est pour ça que je parle de foi. Dire, ok, là, ce que je ressens, il n'y a personne au monde qui peut annihiler le fait que là, ce que je ressens est juste. Alors que tu, entre guillemets, débutes dans un domaine de prime abord qui n'est pas le tien, où tu n'y es pas intéressé, tu n'as pas lu de bouquin, et la seule manière dont tu t'y es intéressé, c'était pour toi, pour, entre guillemets, régler tes problèmes de santé, d'une part, et puis après faire un travail de conscience, apprendre à te connaître d'autre part, ce qui n'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que je parle 2 fois. Je suis assez surpris de voir la facilité avec laquelle tu as vite pris le pli pour écouter et avoir confiance dans cette voix intérieure. Quel lien tu fais entre justement cette écoute qui va grandissant et le travail que tu as fait sur toi qui se fait concomitamment? Tu vois? Est-ce que tu vois un lien de causalité? Bien évidemment, parce que c'est ce que je dis. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent j'aimerais bien aider les autres, j'aimerais bien être thérapeute, j'aimerais bien avoir de l'intuition et de l'information, alors je vais faire telle formation, je vais faire tel truc, et en fait ils comprennent pas que ça se passe là, et que c'est en nettoyant ce que je disais tout à l'heure, ces mécanismes de l'ego, du mental, les peurs, les croyances, les vécus non réglés, et tous ces voiles et ces programmes involutifs avec lesquels on fonctionne, qu'on va accéder à qui on est. Et à l'énergie, à ce que nous sommes, à l'intuition, à l'information. Et pour moi, j'ai jamais de certitude. Je reçois une information, je vais pas dire c'est la vérité ou c'est ça ou peu importe. Ça reste une hypothèse et j'ai pas besoin de la vérifier. C'est aujourd'hui, ici, maintenant, voilà ce qui se passe. Et puis, si derrière je suis guidé pour faire quelque chose, ça se manifeste, que ça se manifeste ou pas d'ailleurs. Et c'est important de vraiment comprendre ça. Et bien sûr que je doute des fois. Qui ne doute pas quand il y a des informations vraiment subtiles ou à dormir debout qui tombent? On se dit, bon sang, mais là, voilà. Et puis, on n'est pas là pour dire, ok, c'est vrai, donc je fais ça, ou c'est faux. Je laisse l'information là. Et ce qui doit se faire derrière se fait de manière spontanée. Mais oui, il y a encore, voilà, il y a environ, oui, 6 ou 7 ans, j'ai vraiment eu quelque chose qui s'est ouvert où là, j'ai encore entendu plus fort l'information, ma petite voix et enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et effectivement, le but, c'était vraiment de ne pas saisir, de laisser cette information circuler, me traverser. Et bien évidemment, au début, on a cette voix du mental qui nous dit « mais ça, c'est pas possible » ou « là, tu te trompes » ou l'autre même, si on est amené peut-être à en parler, nous dit « non, tu te trompes » et en fait... avec l'échange, on se rend compte que non, c'est ce qui est en train de se jouer devant nous. Au début, moi je l'ai vécu aussi, le mental va faire systématiquement en sorte que il nous fait douter de notre intuition, de l'information qu'on va recevoir. Et puis après, quand on a compris que, en fait, à chaque fois, plus ou moins, même si on vérifiait pas, ça se vérifiait de manière spontanée, il va encore dévier, récupérer cette information pour nous faire vivre autre chose, une autre interaction. Et ça, je l'ai vécu aussi. Aujourd'hui, je n'ai pas de certitude. Si l'information est là, c'est qu'il y a une raison. Si j'ai quelque chose à faire, je vais le savoir ou ça va se manifester, même sans même que je mette aucune volonté. Et c'est ça qui importe. Lorsque tu commences entre guillemets comme ça, est-ce que tu décides de plus en plus rentrer dans une pratique donc d'accompagnement énergétique, finalement ta entre guillemets pratique? Comment elle va venir se dessiner petit à petit? Qu'est-ce que tu y inclus? Qu'est-ce que tu enlèves? Comment ça se passe? Alors justement, j'ai travaillé assez longtemps avec une personne qui faisait de l'aurathérapie.
Et Tu peux nous en parler alors, vaguement parce que tu vas faire cette formation, mais après tu vas rentrer dans ta pratique à toi, ce qui est oui, encore autre chose. ouais. Et un jour, justement, le jour où, comme je t'expliquais, j'ai eu cette ouverture massive, enfin subite, j'ai été la voir et elle me dit: «Oh, t'es en train d'ascensionner.» Je dis: «Ah bon?» Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis déchaîné, je comprends pas, mais il y a tout et n'importe quoi qui circule. Mais elle me dit: «Oui, t'es en train d'ascensionner.» Alors du coup, elle me propose de rester de se voir plusieurs fois parce qu'elle sentait que j'avais besoin, parce que aussi c'était tellement puissant que je comprenais pas trop ce qui Tu peux m'arrivait. nous donner le contexte? Oui. C'est-à-dire que j'ai vraiment donc réglé un souci d'honnêteté que j'avais dans ma vie. Et du jour au lendemain, là, c'était l'information qui arrivait massivement, des connexions avec différents environnements. Où je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Là, moi, je comprends pas. Et effectivement, cette personne me dit, voilà, d'un seul coup, tu t'es ouvert et tu as cette capacité d'avoir de l'information. Et elle m'a donc, bon, moi, ces termes d'ascension, tout ça, je suis un peu en dehors de tout ça, hein, parce que ce ne sont que des mots. Et après avoir passé plusieurs jours où on a dégrossi un petit peu tout ce qui était en agitation chez moi dû à cet événement, elle a décidé, on a eu besoin, ma fille avait besoin de faire justement un soin parce qu'elle était en difficulté. Et elle m'a dit, bon ben je te montre le protocole d'aurathérapie intégralement. Comme ça, on fait une séance à ta fille et tu vois ce qui se passe. Alors moi, j'étais là, hein, impossible de prendre des notes, tellement de choses, ce qui fait que je me suis dit bon, qu'est-ce que j'ai vu le truc, mais je sais pas ce que c'est ça. Et puis j'ai laissé ça de côté, mais très rapidement. J'ai commencé à recevoir de l'information, d'autant plus quand je faisais des soins. Donc à l'époque, hein, c'était Reiki, énergie, je laissais circuler et puis voir qu'est-ce que j'avais comme information. Et là, en fait, ma façon de travailler dans cet environnement s'est développée progressivement. Donc l'aurathérapie, c'est un travail sur les chakras. On m'a dit que je me voyais pendant que je faisais le soin de faire ça, pas ça, ça reste là, mais ça de cette manière. Et en fait, ça a commencé à se construire en moi avec ce qui était déjà là avant, hein, c'est-à-dire l'énergie. Et ça s'est mis en place au fil du temps. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Déjà, d'une part, quand tu parles de cet événement où tu as décidé d'être plus en transparence vis-à-vis de toi-même, voilà, et que dès le moment où tu as ouvert ce non-dit, donc d'être plus en transparence, ça s'ouvre davantage, ton canal s'ouvre davantage. Alors, ça implique quoi? Parce que pour le commun des mortels, de dire ça, bon, quelle forme ça prend? C'est-à-dire, parce que déjà que tu avais des informations, donc on parlait de cette fameuse petite voix, Ouais. donc qu'est-ce que ça change dans ton quotidien d'avoir cette ouverture quand tu dis plus d'informations, c'est-à-dire? Alors oui, alors là, j'ai quand même mis 6 mois à stabiliser. Parce que effectivement, je reçois des informations, ça peut être ange, archange, autres, des trucs qui sont très pertinents. Je veux surtout pas cautionner et me dire oui, c'est telle entité que je capte, etc. Parce que je vois déjà que en fait, je comprends ou je pressens que ça peut être des leurs. Qu'on n'a pas forcément accès, enfin, qu'on n'a pas forcément le message de comme ça se présente. Donc, je laisse ça un petit peu en retrait, mais il est clair que je suis vraiment en contact avec des informations, notamment un moment où on me dit il faut faire un film pour expliquer la spiritualité. Et moi, je me dis, mais moi,
Non. Comment? Un film de quoi? Ce n'est que une année plus tard que j'ai compris en voyant Serge Nazar, je ne sais pas si tu le connais, hein, bon, qui a un parcours vraiment très particulier, hein, où en voyant sa vidéo sur Tistria, on me dit c'est lui pour le film. Alors je me dis mais parce que moi j'avais reçu ça un an avant sans comprendre pourquoi comment. Et donc c'est à ce moment-là que je me dis bon ben en fait il raconte l'histoire lors d'une l'avenir de l'humanité. Il raconte l'histoire d'une planète. Qui aurait été entre Mars et Jupiter dans le système solaire. Et tout ça me vibre et me résonne tellement que j'ai l'information de rentrer en contact avec lui, justement parce que on me dit c'est ça le film qu'il faut faire, c'est pour montrer à tous que déjà comment ça se passe au niveau de ces environnements multidimensionnels et surtout quelles sont les erreurs qu'on fait et qu'on répète au fil du temps, que ce soit de civilisation en civilisation ou dans différents environnements. D'accord, oui, c'est pas une mince. Donc c'était pas. Alors au début, moi je me dis bon, qu'est-ce que voilà, bon, le fait est, c'est que dans cette interaction, Serge m'a répondu le lendemain immédiatement. On est rentré tout de suite en contact. Il m'a dit j'ai déjà le scénario. On a échangé un petit peu, on a décidé d'essayer de trouver un producteur-réalisateur qui serait à même d'adapter à l'écran son scénario. C'est pas une mince affaire puisque on est dans quelque chose qui est aussi gros que Star Wars, sauf que aujourd'hui on peut pas le présenter comme une vérité, évidemment. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir éventuellement ouvrir ses perceptions et puis chacun sentira dans son cœur qu'est-ce qui est juste pour lui ou pas. J'entends bien. Donc, l'aura-thérapie, ça fait combien de temps qu'existe cette pratique à la base ? Alors ça, je pourrais pas te dire. Hein. Je sais que c'est un couple qui l'ont mis en place. Je me rappelle plus de leur nom. La personne avec qui je travaillais a suivi la formation, le parcours. L'aura-thérapie, je sais pas depuis combien de temps ça existe. De toute façon, ce que je sais pour moi, bon, j'appelle ça aura-thérapie. Bon, de toute façon, c'est un soin énergétique. C'est un travail qui va se passer, bien évidemment, sur l'aura, mais essentiellement sur les chakras. Ah, ça consiste en quoi Oui, parce que les chakras sont responsables des différents corps énergétiques, mais aussi, comme c'est l'axe énergétique principal, de ce qu'on appelle le thor, toutes ces circulations d'énergie qui sont propres à chaque être. Et donc, le travail d'aura-thérapie, donc on travaille essentiellement sur les chakras, mais pas seulement. Enfin, je dis on, mais c'est je. Je travaille essentiellement sur les chakras, mais pas seulement. Et il s'agit justement d'aller libérer des blocages, des cristallisations, des choses qui peuvent gêner la circulation d'énergie et différents aspects. D'accord. Alors, tu parles d'aura-thérapie parce qu'il y a aussi des soins énergétiques qui est différencié sur ton site. Donc, quand on parle de aura-thérapie, de soins quantiques, guide de l'âme, soins énergétiques ou thérapie holistique, qu'est-ce qui différencie, j'allais dire, ces différentes pratiques que tu proposes, alors que, de but en blanc, sans que je rentre dans le détail, je me dis, la manière dont tu parles de l'aura-thérapie, qu'est-ce qui pourrait être autre que ça ? Parce que là, on parle des méridiens, on parle de l'arbre de vie, de la colonne centrale, oui. On parle de ces roues qui sont les fondamentaux, des grands carrefours de tous nos méridiens, et que tous nos blocages, qu'ils soient énergétiques, émotionnels, mentaux ou autres, se trouvent, comme tu le sais, puisque de toute façon, ces roues, ces grands nœuds, sont la représentation de nos différents corps. Donc, tout peut se faire à travers l'aura-thérapie. Donc moi, la question que je te pose de but en blanc, c'est quelle distinction ferais-tu avec les soins quantiques,
guide de l'âme, soins énergétiques, thérapie holistique. Bah, en fait, tout est lié, il n'y a pas de distinction ni de séparation. C'est les deux choses qui sont pour moi un petit peu différentes, même si il n'y a pas de différence. C'est vrai que l'aurathérapie, c'est un soin énergétique, donc comme le Reiki, comme d'autres peuvent appliquer d'autres choses au niveau énergétique, c'est-à-dire que nous sommes le canal de l'énergie qui va circuler par nous et qui va se manifester pour la personne. Voilà, ça c'est une chose. Pourquoi j'ai fait sur mon site une distinction avec les soins quantiques, puisque les soins quantiques, on travaille essentiellement au niveau informationnel. C'est-à-dire que avec l'information qui émane pour la personne, on va justement amener peut-être cette prise de conscience et permettre de réinformer. Au niveau du soin quantique, évidemment, la personne est sujette aux énergies cosmotelluriques, mais on ne travaille qu'avec l'information. Voilà. Alors que au niveau énergétique, bien évidemment, on travaille avec l'information pour la personne, mais là, nous sommes le canal de l'énergie. Dans un soin quantique, c'est très rare qu'il y ait une circulation d'énergie par mois. Ça peut arriver, mais c'est rare. Alors que dans le soin énergétique, là, c'est essentiellement ça. Même si de toute façon, l'information est systématiquement là pour la personne. Bien sûr. J'aimerais qu'on puisse se mettre en situation, si tu veux bien, pour que, en tout cas pour moi, ça soit déjà bien Bien clair. sûr. Donc, dans le cadre de l'aurathérapie, finalement, je suis quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de toi, parce que j'imagine qu'il y a bon nombre de personnes qui viennent par le bouche à oreille. Oui. J'ai jamais entendu parler de toi. On va dire que j'ai un problème de santé. Un blocage, une sciatique, voilà, et puis ça me pose vraiment de problème parce que ça revient tout le temps, je dois aller voir des ostéopathes, plof, ça se remet tout le temps, etc. Donc je viens te voir et à travers ce que tu proposes, je n'ai aucune idée de ce qui serait le plus approprié par rapport à cette problématique. Ça, c'est le but en blanc. Maintenant, je vais te mettre d'autres éléments à côté pour que tu puisses voir où est-ce que je veux t'emmener. Cependant, même si je viens te voir pour ce problème d'ordre physique, je sais, de par ma culture, mes centres d'intérêt, que c'est certainement lié à un problème d'ordre énergétique, que c'est certainement lié aussi à un problème d'ordre émotionnel, qu'il y a certaines choses que j'ai pas réussi à exprimer, ou par rapport aux directions que je prends dans ma vie, etc. Donc, même si, entre guillemets, je viens te voir pour régler le problème d'ordre physique, sachant que je pourrais le faire avec un ostéopathe, mais ça fait 10 fois que je vais le voir et 10 fois que ça revient, et c'est pour ça que je viens te voir. Et sachant que donc derrière, il y aura certainement des trucs à comprendre d'un point de vue mental, en plus de l'énergétique, et en même temps, donc en plus donc l'énergétique. Il y a quelque chose à régler d'un point de vue de la mémoire cellulaire, j'en sais rien. Donc, en me prenant tel que je suis, en te disant ce que je viens de te dire, comment fais-tu pour me proposer l'outil le plus adéquat pour répondre à ma demande là présente? Oui. Alors c'est très simple. Avant chaque soin, je vais tout d'abord échanger avec la personne. C'est important que chaque personne puisse exprimer pourquoi elle vient, quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qu'elle expérimente. Et justement, dans ce moment-là, l'information va circuler pour amener justement, parce qu'il n'y a jamais une cause. Comme tu l'as si bien dit, il peut y avoir des modes de fonctionnement, il peut y avoir des croyances, des peurs, énormément de choses qui font que on a développé ce dysfonctionnement. Et comme tu le disais aussi très justement, je peux aller voir un ostéopathe qui va mettre un pansement ou qui va dénouer la chose, mais si les causes profondes et une bonne partie des causes profondes n'ont pas été amenées en conscience, ça revient. Et c'est sans fin. Donc effectivement, le but, c'est d'échanger
avec chaque personne avant quoi que ce soit pour amener pour elle. Alors, je ne suis pas là pour donner des conseils, je ne suis pas là pour dire c'est ça la cause de votre mal ou de votre souffrance ou de votre malheur, mais de l'amener à changer son regard ou alors à regarder ailleurs que ce qu'elle a eu l'habitude de regarder jusqu'à maintenant, dire ah oui mais c'est peut-être pas comme je croyais ou effectivement, ou alors il y a une information qui arrive, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu un problème dans l'enfance? Est-ce que vous n'avez pas manqué peut-être et que du coup aujourd'hui vous êtes encore dans cette insécurité qui fait que hop je développe une sciatique éventuellement ou ce genre de choses. Et donc c'est pour ça que c'est important d'abord d'avoir cet échange, et c'est là que bon, guide de l'âme, ça reste des mots, c'est très difficile de décrire ce qu'on fait. Donc c'est un mot. C'est ça que j'appelle, en fait, bon, il y en a qui disent guidance. Moi, les termes médiumité, tout ça, je suis un peu en dehors de ça. Mais c'est juste d'amener la personne à se dire, je peux voir les choses autrement. Ah, j'ai jamais eu l'idée de regarder de ce côté ou de ce côté, mais il y a peut-être des réponses. Les réponses, elles sont avant tout en moi, même si lui va peut-être me donner un coup de main. Et puis, de faire en sorte qu'on puisse avoir cet échange avec ces informations qui lui correspondent. Et puis, des fois, les personnes ne veulent pas entendre, et puis ça leur appartient. Et puis, il y a même des informations que je peux recevoir où on me dit, c'est pas la peine d'en parler, parce qu'elle ne t'entendra pas, ou c'est pas le moment. Donc, mais l'important, c'est d'amener vers la piste. Oui, mais il y a eu des problèmes dans l'enfance, pour vous peut-être, mais... le pardon, ça vous parle ou pas? Alors, ça arrive qu'on me dise « Ah non, mais moi, de toute façon, je suis rancunier, je ne pardonnerai pas. » Alors là, dans ce cas-là, c'est ce que je dis toujours, hein, je ne suis pas un marchand d'espoir. C'est dire, je ne peux rien pour vous. Ça ne veut pas dire que tout va se passer par le pardon, mais ça veut dire que s'il n'y a déjà pas une démarche d'aller en profondeur, ou c'est pareil pour certaines personnes qui auraient des problèmes d'ordre d'alimentation ou d'autres choses. Il ne s'agit pas de devenir un saint, mais il s'agit peut-être d'ouvrir vers une éventualité et de toute façon d'amener vers un changement. Et ce changement, seule cette personne-là peut décider pour elle. On n'est pas là pour dire il faut faire ça ou il faut changer ça, mais si elle ne va pas se diriger progressivement vers changer son regard et changer ses habitudes. Alors, tu m'en faisais part avant cette émission. J'ai trouvé que l'image était très belle. Tu parlais d'une branche, voire peut-être même d'une racine, et que nous avons tous mis en place. On parlait de l'enfance et comment il n'est pas évident de se plier pour un mode de survie. Hein. C'est papa et maman qui nous nourrissent, donc et puis il faut se plier à la société, à ce que veulent plus ou moins nos parents, etc. C'est une question de survie. Et que nous avons, il y a un point initial qui va engendrer diverses protections qui vont venir englober ce point initial, ce trauma initial. Et donc c'est autant de voiles par-dessus un nœud. C'est vraiment l'épicentre du séisme. Et que le but du jeu, dis-tu, c'est si la personne, pour arriver à ce nœud, alors qu'elle a eu plein de bénéfices secondaires, parce que c'est ce qui lui a permis de rester en vie. Oui. Donc, je peux enlever, entre guillemets, quelques voiles à l'aune de ce que l'autre est capable d'accepter d'enlever. C'est vraiment à elle de faire ce chemin. Oui, c'est elle-même qui décide de faire tomber son voile. Tu parlais de l'éducation des parents. Si tu regardes bien, depuis les premiers mois, on est d'abord confronté à la dualité, mais aussi à ce chantage pour rentrer, même si les parents s'en rendent pas compte, pour rentrer dans le moule. Si mes parents ont peur de ça, ils vont faire en sorte de me disputer pour pas que je fasse ce dont ils ont peur. Dès le début, on voit un enfant,
quand il joue tranquillement dans son coin, qu'il est sage, tout le monde est content. Et puis quand il va commencer à être agité, et on ne sait pas forcément pourquoi, parce que déjà même dès le début, il ne parle pas, on va être en insécurité. Rien que ça fait déjà une interaction avec l'enfant. Et puis après, plus tard, tant qu'on fait ce que les parents pensent être bien pour nous, eh ben, c'est bien, on a leur accord, on est comme on pourrait dire, dans les papiers. Et puis, dès qu'on sort un petit peu, parce que nous, on ressent autre chose, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un mouvement de séparation, de retirer l'amour, en fait. C'est-à-dire que on a l'amour qu'il faut tant qu'on fait ce que les parents estiment être sécurisé, bien et juste pour nous. Et puis à partir du moment où on va aller ailleurs, eh ben, les parents se fâchent et donc qu'est-ce qui se passe? Peut-être que l'enfant l'interprète comme quand je fais ça, tout va bien, on me caresse, on me donne ce que je veux. Mais d'un autre côté, dès que j'essaye d'aller là, on m'engueule, donc en fait, quelque part, on me retire cet amour qu'on me donnait là. Et c'est là que ça commence, les conditionnements. Effectivement, ouais. Alors, pour revenir sur l'exemple que je t'ai donné. Oui. Exemple, donc, des soins énergétiques ou de l'aura-thérapie. Parce que dans ce que tu disais tout à l'heure, tu amènes de l'énergie. Donc, par rapport aux problématiques de cette arborescence avec ce trauma initial, quand tu envoies de l'énergie, qu'est-ce que ça va faire? Parce que tu nous disais un truc qui est super important, c'est-à-dire que finalement, moi, c'est la personne qui se guérit elle-même. Moi, je ne peux pas, si elle n'a pas envie de cet accompagnement et d'enlever ses voiles un par un, je ne peux rien faire. Et tu le disais, certaines fois, tu entends ta petite voix ou les infos qu'on t'envoie en disant « Non, là, tu ne touches pas. Là, c'est trop dangereux. Si tu l'enlevais, elle pourrait, je sais pas, péter un plomb ou autre. » Donc, pour revenir, quand tu envoies de l'énergie au regard de cette arborescence et de ce trop-plein initial, qu'est-ce que ça peut aider, provoquer Alors déjà, en fait, l'énergie ne circule par moi, je n'en vois rien, comme je n'en vois pas d'information. Si je sens que c'est juste l'information passe par moi et je peux la transmettre d'une manière ou d'une autre. Pour l'énergie, c'est pareil, je n'en vois pas l'énergie me traverse et va pour la personne. Comme tu disais, on est de toute façon là pour activer la capacité de guérison de la personne. Et c'est elle qui décide. Et puis, des fois, certains blocages, si la personne ne voit pas tous ces aspects ou veut pas y croire, elle va pas pouvoir se libérer, malgré la circulation d'énergie, malgré tout ce qu'on peut lui dire. Donc, elle va devoir continuer à faire son expérience. Et ça, c'est et lors d'un soin, moi je cherche pas à enlever quoi que ce soit ou à faire quoi que ce soit. Simplement dans la présence, l'énergie circule et elle va faire ce travail. Ça peut être nécessaire de donner encore même une autre forme d'information, plus subtile, mais il est clair que on ne décide de rien. Quand bien même la personne, elle dirait, moi je veux vraiment que ne plus être confronté à ce problème-là. Tu as parlé de bénéfices secondaires. Il y en a des fois tellement derrière qu'en fait, si on avait la capacité de dire, bon, et si j'enlève ça, ah ben non, parce que là, et en fait, on se rend compte que, voilà. On n'est pas prêt. Et c'est là qu'on se doit d'être correct et juste avec la personne, de ne pas s'interposer comme un marchand d'espoir en disant, oui, on va faire 3-4 séances, ça ira mieux. Il y a peut-être d'autres choses à faire pour elle, se remettre en question, changer certaines choses. Chose que tu fais, donc c'est pour ça que je parlais de guide de l'âme ou d'accompagnement, c'est dans ce sens-là. Donc, exactement, exactement. Voilà, c'est pour, en fonction de l'information qui parvient, aider cette personne à changer son regard ou à regarder ailleurs différemment. Et puis après, parce que voilà, il y a une différence entre voir et regarder.
Parce que je peux voir comme ça, mais une fois que je regarde vraiment, et puis des fois je vois, et puis je me dis, ah ben non. Non, ou alors, c'est là quand on pense que justement notre libération, elle arrive quand on va aller voir tout. Parce que des fois on se dit, mais moi je veux pas retourner dans l'enfance, voir est-ce que c'était difficile. Et puis, puisqu'on n'y va pas, on pardonne pas, et puis on est toujours en guerre, en lutte. Et à ce moment-là, il ne s'agit pas avec de l'énergie ou même une réinformation au niveau quantique de changer ou de corriger quoi que ce soit. Alors donc je reviens au niveau de l'énergie. Quand l'énergie circule à travers toi pour la personne, qu'est-ce que le fait que cette énergie va vers elle, qu'est-ce que ça peut lui apporter de plus, puisque quelque part tu ne fais rien. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça peut lui apporter si elle a pris conscience, on revient par exemple sur l'asiatique, si elle a pris conscience, qu'est-ce qui a pu l'amener à développer et vivre ça au moment où ça passera toujours par plusieurs étapes. La première étape, c'est la prise de conscience. Sans prise de conscience, je ne comprends pas. Je vais systématiquement dans le mur et je me tape la tête et je n'arrive pas à... Voilà. Après, il y a le phénomène de la deuxième et troisième étape, c'est accueillir et accepter ce que nous sommes ou ce qui est. Tant que je ne passe pas par là, je ne peux pas aller plus loin. Bien souvent, après, il y a un travail de pardon pour soi-même ou pour l'autre et de remerciement pour accéder justement à ce qu'on appelle lâcher prise. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a ce mot-là, lâcher prise, à la bouche. Ah, il faut lâcher, il faut lâcher. Mais comment tu peux lâcher si tu n'as pas pris conscience de tout ce qui se jouait, si tu n'as pas accueilli, accepté, et puis pardonner et remercier la vie de t'avoir fait vivre cette expérience et ce chemin qui te permet de te libérer. Ho'oponopono. Oui, mais de toute façon, ça passe par là. Ça va. Et ces étapes-là, c'est important qu'elles soient... on ne peut pas aller au lâcher-prise si ça n'avait pas été... Et puis, quand bien même j'ai pris conscience, il y a des personnes qui disent, ça fait 10 ans, 20 ans que je suis en psychothérapie. Je sais que j'ai été battu ou que j'ai eu ci ou ça dans l'enfance et je sais pourquoi ça fait ça. Mais, ok, d'accord, mais est-ce que vous avez accepté ? Parce que quand j'accueille et quand j'accepte, je reprends ma part de responsabilité. Donc, je n'accuse pas l'autre d'être responsable de mon malheur. Je me dis, ok, j'accepte parce que quelque part, peut-être, j'ai changé mon regard et je comprends que dans l'incarnation, j'ai choisi de vivre cette expérience, même si elle est difficile. Ou alors, soit je reste à pleurer sur mon sort, ou soit je me dis, mais comment je vais pouvoir faire pour dépasser ? Et le travail, c'est là que ça se passe, évidemment. Et après, effectivement, une fois que ces différents paliers ont pu être amorcés, l'énergie, elle se manifeste, elle fait son travail spontanément. Et peut-être que la personne... Et des fois, ça m'arrive de absolument pas... alors, on a vu peut-être les causes du dysfonctionnement. Le soin se fait, il est clair que je ne vais pas travailler pour soulager la sciatique, comme tu disais, la douleur. Mais une fois que le soin est terminé, la douleur n'est plus là. Parce que, et puis c'était peut-être pas situé à l'endroit où... mais aussi, ouais. Les choses se sont faites de manière spontanée, avec l'information, avec l'énergie. Et comme la personne a pris conscience, accepté, peut-être pardonné, le lâcher-prise est là, qu'il soit au niveau physique ou psychique ou autre. Est-ce qu'on peut dire que les soins énergétiques ou l'aurathérapie, alors déjà d'une part, si j'entends tes propos, il y a toujours la partie dialogue. Oui, c'est très important. Pour amener à la prise de conscience et savoir les besoins ou la demande de l'autre. Et le soin en lui-même est un moyen qui pousse. Parce que quand on parle d'énergie qui circule, si moi je reçois de l'énergie, puisqu'on parle de l'aurathérapie, donc tu parles des chakras, donc tu vas remettre, j'imagine, en fonctionnement certaines roues, certains circuits qui étaient engoncés, qui étaient, j'allais dire, rouillés, façon de parler. L'énergie que tu vas y mettre, de toute façon, c'est comme si, j'imagine, c'est comme si tu allais mettre un peu d'huile, même si c'est
finalement, comment est-ce que je pourrais dire? Si j'ai un moteur qui est grippé, j'ai beau mettre toute l'huile que je veux, le moteur va prendre juste l'huile qu'il est possible qu'il intègre. Il ne pourra pas prendre plus. Exactement, c'est ce que je veux dire. bien Et sûr. c'est dans ce sens-là que tu dis que finalement tu ne fais rien. Et l'énergie est un outil qui aide à cheminer pour arriver après à prendre conscience de toutes ces étapes que tu viens de décrire finalement. Bien sûr. Bien sûr, parce que les chakras, comme tu l'as dit, c'est des roues. Donc, on peut comparer ça à des engrenages. Et puis, à chaque fois que je vais vivre des choses compliquées tout au long de ma vie, peut-être que ça va se gripper, il va y avoir certains dysfonctionnements. Le principe, il est clair qu'on n'ouvre pas un chakra. C'est juste d'avoir un accès et puis simplement de libérer, nettoyer ce qui est possible d'être nettoyé dans l'instant présent pour la personne. Ça, ouais. Bien évidemment, après, comme c'est des roues, les chakras, ils fonctionnent par deux. Donc, il y a certaines notions qui demandent peut-être de les remettre en mouvement. Mais c'est pareil, un vélo ou un moteur, t'as beau le remettre en mouvement, il s'arrête tout de suite s'il est grippé encore derrière. Donc, c'est pas le moment qu'il redémarre, peu importe. Et puis, il y a tout un aspect aussi de rééquilibrer non seulement ces différents chakras et ces différents moteurs, polarités, puisque les chakras fonctionnent par deux, par polarité, mais aussi les autres circuits énergétiques. Donc c'est assez... mais comme je l'ai dit, rien ne se fait de force. Et puis on voit de mon expérience, par exemple, il y a certaines personnes qui font plusieurs fois ce travail. Et puis au début, on est sur la couche émotionnelle et progressivement, on va se rendre compte qu'il y a une deuxième couche que certains appellent karmique, qui est étroitement liée avec ce qu'il y avait à travailler au niveau émotionnel et qui bloque encore d'une autre manière. Donc c'est pour ça que quand je vais accéder au chakra, je vais commencer à faire ce travail de nettoyage d'une manière ou d'une autre. Ça peut défiler comme des films devant mes yeux, mais je ne regarde pas forcément, sauf si là je vois qu'il y a un traumatisme, que ce soit émotionnel ou karmique. Et le fait est, c'est que le travail se fait de manière spontanée, sans vouloir ni pouvoir, sans intention. C'est là où alors, on a eu l'occasion avant cette émission aussi de parler justement des guérisseurs philippins. Oui. Et comment ces derniers donc mettent les mains ou font des opérations ouvertes, on voit le sang, tout ça, et puis ils retirent des choses. Alors, bon, je sais personnellement que ça existe, j'en mets pas en doute cela, même si certains pourraient dire que c'est de la prestidigitation, mais encore faut-il s'intéresser à la culture philippine, aux Philippines, et la foi qui anime ces fameux guérisseurs, et des études qui ont été faites en Suisse par rapport à ces dons. Tu as suivi, si on peut dire aussi, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une formation, auprès de quelqu'un qui pratique quasiment la même chose. Oui. Et tu as vu, toi, effectivement, qui mettait ses mains... Traverser la matière, voilà. Oui, bien sûr. Et même là, c'est intéressant au regard de ce qu'on vient de dire là jusqu'à maintenant, sur ce qu'il est possible de faire ou pas faire, et que même pour eux, ils peuvent très bien retirer... une problématique physique, physique, mais c'est pas pour autant que le problème est réglé de toute façon. Non. Ouais. Et effectivement, bon, le plus connu, bon, on le connaît, c'est Alex Orbito. Ouais. Il dit, lui, bon, moi je le connais pas personnellement, hein, j'ai vu certaines interviews de lui. Bon, moi je suis en contact avec une autre personne qui est alchimiste et guérisseur à main nue. Même Alex Orbito va dire que de toute façon, il a beau enlever la tumeur, si la personne ne règle pas les causes qui étaient liées à sa maladie, qu'elle comprend pas qu'est-ce qui l'a poussé à développer sa maladie, qu'elle va pas mettre en place des changements dans sa vie, ça revient. C'est là qu'il faut bien comprendre que nous sommes une partie de l'univers, de Dieu, mais nous ne sommes pas lui. Et c'est pas à nous de décider, même si j'ai cette capacité de traverser la matière et d'enlever, si la personne ne change pas, ne se remet pas en question, soit la maladie revient, ou elle se déplace, et des fois c'est encore pire. Et c'est là que c'est important d'accompagner avant tout,
vers la conscience, vers soi-même, chaque personne, plutôt que de vouloir intervenir sur les effets. Ça, il faut prendre les choses à la base, à la racine, et traiter les causes profondes, multiples, plutôt que d'intervenir sur un effet. J'ai une sciatique, j'ai mal au dos, voilà. Et après, on voit derrière chaque dysfonctionnement que, oui, comme tu disais, il y a des modes de fonctionnement au quotidien, il y a peut-être de l'alimentation, il y a peut-être des émotions, et c'est énorme. Et là, on a beau enlever le mal de dos, si la personne ne se dit pas, bon, je vais arrêter de faire le bon samaritain, puis de porter tout le monde sur mon dos, et puis, c'est là que c'est un peu le danger aujourd'hui par rapport à ces multithérapies, où parfois on peut presque avoir la sensation d'avoir affaire à des marchands d'espoir. Et ça, je pense que c'est vraiment important de ne pas rentrer dans ce jeu-là et d'être sincère et de ok, on vous parle de pardon ou de ci ou de ça, vous voulez pas en entendre parler, continuez votre chemin, mais je vais pas vous dire que je vais changer quoi que ce soit, puisque le changement c'est peut-être maintenant, mais ça passe par vous, c'est pas. Ouais. Mais ça ramène à notre responsabilité. Hein. De toute façon, on crée ce que l'on vit inconsciemment, peut-être la plupart du temps, certes, mais c'est justement de se réapproprier ce pouvoir, cette responsabilité d'être créateur et de voir ce qu'on a mis dans le placard et qu'on n'a pas voulu regarder à un moment donné, quoi. Eh oui, c'est ça, de prendre sa responsabilité. Alors des fois, c'est vrai, alors j'ai souvent ces questions, hein. Oui, mais moi je me suis fait battu depuis l'enfance, j'ai rien demandé, je voulais pas ça. Alors encore plus pour les personnes qui ont été abusées ou de ce genre de sujet. Ok, si on se place sur le plan de ce soi inférieur, de cet ego, de ce mental, on comprend pas, c'est injustice totale. Pourquoi je viens au monde et puis c'est la guerre et tout le monde se fait tirer comme des lapins, j'ai rien demandé, pourquoi je me fais battre? Bon, si on se place sur un plan supérieur, on comprend que plus on a d'expérience et plus on souhaite évoluer et donc dépasser des situations difficiles. Et pour dépasser des situations difficiles, dans chaque situation, il faut un bourreau, une victime et un sauveur. Ou tout du moins, un bourreau ou une victime. On est d'accord. Voilà. Donc, c'est là qu'on peut se dire, ok, oui, mais alors, mais moi, c'est injuste, je suis né dans un ghetto et l'autre habite dans le 16e arrondissement, il a tout sous la main. Mais il vit pas la même expérience et c'est complètement différent. Et c'est là que celui qui a choisi cette incarnation, même si elle est plus dure, et qu'il arrive à dépasser toutes ces difficultés, il en sort encore plus grandi que s'il vit toute sa vie dans la soie et dans l'abondance sans... Oui, je suis d'accord avec toi, Benoît. Et le danger dans cette histoire, c'est la comparaison, parce que ce qui est difficile pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Alors ça, oui. Et c'est pas parce que j'ai plus d'avoir, entre guillemets, ou de facilité matérielle autour de moi que je suis plus heureux. Hein. Ah non, on le voit, regarde Robin Williams, des personnes qui ont tout pour réussir. Comment il s'appelle? Est-ce que c'est Christophe Maé là qui a chanté cette chanson là où il est dans son bain et puis il a l'adoration des fans, il a l'argent et puis il dit mais en fait je me prends quand même la tête et puis le bonheur je cherche toujours. Ouais. Et effectivement, comme tu as dit, on ne peut pas se comparer aux autres. Hein. Il y en a qui vont perdre leurs proches, leurs parents, et puis ils vont se dire ils vont réussir à se libérer des souffrances, du manque, et puis d'autres ils vont pas mettre des mois, voire des années à vivre. Voilà, c'est pour ça. Alors il y en a qui disent ah oui, mais moi j'ai eu tel problème, j'ai arrêté tout de suite, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça. Mais on est tous différents et ce qui peut être une tête d'épingle pour un peut paraître une montagne pour l'autre. Et c'est là qu'on revient toujours à ce système de comparaison. On ne peut vraiment pas se comparer.
On arrive à la fin de cette émission déjà, Benoît. J'aimerais un dernier point parce que tu mentionnes donc sur ton site la géobiologie. Mm. Alors là, c'est très intéressant. Pourquoi on fait appel à toi et qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la géobio? Alors la géobiologie, c'est l'harmonisation de l'habitat avec les habitants et tout ce qui entoure, hein, et puis toutes ces énergies cosmotelluriques. La démarche pour moi, elle est vraiment dans la justesse des choses pour chacun. C'est plus une notion d'équilibre, hein, d'abord par rapport à toutes ces diverses perturbations. Et là aussi, rien ne se fait de force. Si je suis dans cet endroit, il y a une raison. C'est moi qui l'ai choisi, même sans savoir. Et quand bien même je me dis je vais déménager, soit j'arrive pas à déménager, ou je déménage et je retombe sur un endroit qui est similaire. Donc ça veut dire que j'ai besoin de vivre cette expérience. Par contre, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui se joue pour les personnes et pour le lieu, et d'aider justement à alléger, voire à libérer certaines choses qui vont faire que ok, il y a eu un changement et d'un seul coup, je me sens différent dans mon environnement et donc ça agit aussi sur moi. Parce que j'ai eu des personnes qui venaient me consulter et puis au bout d'un moment, ça allait quand elles partaient, ça durait un certain temps. Et puis au bout d'un moment, elles reviennent un mois après. Et elles me disent, ah oui, c'est nouveau comme la dernière fois. Au bout de 2 fois, je me dis, il y a un problème là. Bon, quand je me branche sur le lieu, on me dit, ouais, le lieu est assis, il y a ça. Mais bien souvent aussi, c'est la personne elle-même qui va imprimer avec la mémoire forme, avec ses habitudes, ses fonctionnements ou les interactions des habitants et des fois d'autres environnements qui sont présents. Ben, le fait que ça amplifie son malaise et ça veut dire que c'est cette fameuse loi d'attraction. On attire à nous ce dont on a besoin pour évoluer. Et si on ne l'attire pas avec quelque chose au niveau physique, ça va être avec l'environnement. Et d'un côté ou de l'autre, on se met en... c'est pas insécurité, mais dans un malaise qui va nous faire comprendre que j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à travailler. Mais c'est avant tout moi, parce qu'après un lieu c'est pareil, hein, il y a des personnes qui peuvent travailler dans des environnements extrêmement pollués, même si on nettoie le lieu. Ils rentrent chez eux, et de nouveau ils remettent, et puis les conflits c'est toujours pareil, donc de nouveau un travail de géobiologie. Si on va pas regarder tous ces aspects-là, je peux faire le travail de géobiologie, mais sauf que si ça s'engueule toujours au même endroit, si ça agit toujours de la même manière, au bout d'un moment c'est rechargé, et c'est là qu'on s'interpose un peu comme des marchands d'espoir. Au début, ah ouais, c'est mieux. Et puis après, les gens disent, oui, mais ça ne marche pas parce que ça revient. Ça revient parce qu'il n'y a pas de changement. Et là, c'est pareil dans l'habitat. Donc, il s'agit aussi pour toi de proposer éventuellement un accompagnement par la suite. Si ce que tu as pu faire au sein du logement ou de l'habitation perdure dans le temps. En général, avant l'habitation, on va déjà voir les habitants. Et après, si effectivement eux commencent à changer et à se remettre en question, peut-être que le lieu a été pollué d'une manière ou d'une autre. Et là, on peut regarder plus en détail le pourquoi du comment. Mais il y a toujours une raison, quoi qu'il arrive. Tout est juste, même si on ne comprend pas pourquoi. Et ça, c'est une évidence. J'imagine que tu peux aussi proposer cette découverte de soi à travers la distance. Oui. Alors quand je dis à distance, donc je sais pas, des consultations par Skype peut-être. Oui. Et ou est-ce que tu peux aussi faire des soins à distance? Oui, alors tout à fait. L'information, elle n'a pas de limite, on est d'accord. L'énergie, elle circule. Alors effectivement, je fais des soins à distance, que ce soit au quantique, énergétique. Alors il y a toujours ce support
soit par téléphone, mais même de préférence par Skype ou en visioconférence, pour faire cette première phase en fait de découverte, de rencontre entre la personne et moi, et aussi de rencontre avec soi-même pour elle, avec l'information qui se présente. Et après, évidemment, à distance, il y a aucune différence avec une personne qui vient consulter en direct. Alors, il y en a qui disent, oui, mais moi, je préfère avoir un contact direct. Ok, j'ai eu des personnes qui venaient de Belgique ou de l'autre bout de la France. Bon, c'est leur choix. Moi, je le propose. Ça m'arrive aussi de travailler ailleurs dans le monde, hein, à distance. Et le travail se fait de la même manière. Ben voilà, Ouais. c'est la fin de cette émission. Donc, je vous rappelle, Benoît Doutkewitz, si je prononce bien, D-U-T-K-E-W-I-C-Z. Oui, Voilà, j'ai bien dit. Donc, je vous rappelle www.aura-thérapie-holistique.com, le tiret du 6, et tout cela au singulier. Benoît, un grand merci pour être venu jusqu'ici. ben, merci à toi de m'avoir accueilli. Laurent, c'était vraiment un plaisir oui, et c'est une un très plaisir. belle rencontre. Exactement, et je reprendrai un mot qualificatif qui, je trouve, te scie bien. C'est tu travailles sérieusement, mais tu ne te prends pas au sérieux. Exactement. Je trouve que ça te sied vraiment très bien, et de voir à quel point il y a cette assurance à t'écouter et à ne pas rentrer dans les jeux très subtils de tout ce qui a trait à l'énergétique, hein. Ça peut être très compliqué des fois, Mm. et il n'y a pas meilleure boussole que d'être aligné à soi et à écouter cette petite voix dont on parlait pour faire ce qui est juste et bon pour le moment, dans l'instant présent. Bien sûr. Donc je te souhaite bon vent, plein de bonnes choses pour toi et pour la suite des événements. Merci Laurent, à toi aussi. Merci Benoît, au revoir. Au revoir, à bientôt. Voilà, donc cette émission est terminée. Je vous inviterai donc à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire, ça c'est une chose. Vous avez apprécié cet événement. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre via hym.media. Vous pouvez aussi participer tout simplement via une donation. Et cette dernière, elle peut être mensuelle via notre page Tipeee. 1 euro par mois, ça serait nous aider énormément. Si vous êtes des milliers à donner 1 euro par mois, croyez-moi, on pourra en faire des choses. Et sinon, autre élément, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur la page d'Immédiat de Benoît, qui lui est concerné, qui lui est dédié, avec mail, numéro de téléphone, page Facebook, site internet bien sûr, et d'autres informations, notamment certainement son planning où vous avez ces différentes activités qui vous sont proposées. Merci à vous tous de nous avoir suivis, et au mois prochain pour un nouveau Espace Thérapeute. Au revoir.